Bonjour à tous, on va commencer la présentation. Merci d'être parmi nous pour évoquer un sujet qui nous anime particulièrement chez Lucky Cart. Comment on arrive à mélanger un monde qui, d'un côté, couvre la segmentation. On parle de segmentation client dans de bon nombre de projets marketing. D'un autre côté, la personnalisation. On peut penser qu'il y a quand même un certain clivage entre les deux. Chez Lucky Cart, on est partisan de dire que c'est au final une nouvelle proposition de valeur de vraiment travailler cette jointure entre d'un côté cette segmentation et de l'autre côté la personnalisation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va tâcher de se présenter en quelques mots. Je m'appelle Julien Couvelard, je suis directeur enseigne chez Lucky Cart. Ça fait 10 ans que je travaille au plus près des problématiques pour les distributeurs. J'ai travaillé en terrain, tout d'abord chez Auchan, et puis après j'ai rejoint en tant que consultant puis compte clé un panéliste. Et depuis quelques années, j'accompagne tous nos partenaires de enseigne chez Lucky Cart. Et je suis accompagné de Léonard. Bonjour à tous, du coup Léonard. Donc moi je dirige le pôle annonceur, qui commercialise finalement les solutions de Lucky Cart auprès des industriels et des agences. Et moi j'ai un parcours qui est beaucoup plus côté en retail et côté business en fait, parce que j'étais dans les achats chez Intermarché, chez Auchan, et après côté annonceur chez Suntory sur des postes de management et de Key Account Manager. On a des approches du coup qui sont très orientées business. On n'est pas dans une entreprise qui fait du média pour du média. Et ce côté business, justement, on va vous montrer aussi dans cette présentation comment on arrive à le mettre en œuvre dans les solutions qu'on peut activer. Du coup, ce qu'on vous propose comme ordre du jour des 20 prochaines minutes, c'est regarder du coup un peu une mise en perspective finalement de la segmentation d'un côté, qu'est-ce qu'on entend par segmentation, puis après la personnalisation. On illustrera après du coup les cas d'usage qu'on a pu avoir côté industriel et donc des campagnes qu'on a pu réaliser où on va associer cette personnalisation et cette segmentation et voir du coup quel résultat ça produit avec du coup un cas industriel et un cas retail que Julien vous reprendra par la suite. Commençons par l'approche segmentée. Alors, on aime bien mettre des phrases un peu pompeuses au début, et du coup, là, on a une phrase de Jérémy Gutsch, qui est une personne qui est assez connue dans le monde de l'intelligence artificielle et qui est un conférencier aux États-Unis, et qui dit que, au lieu de faire du marketing pour les masses, soyez irrésistible pour un groupe spécifique de personnes. Je pense que c'est une phrase qui résume quand même assez bien la segmentation. La segmentation, on ne va pas dire que c'est le plus vieux métier du monde, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est fait en marketing depuis extrêmement longtemps. On a commencé par faire des offres qui étaient voilà, des offres pour potentiellement des gens plus aisés, donc des offres produits, et puis une offre plus basique, c'est donc très binaire. Après, on a eu les matrices petits, moyens, gros, où on a regardé le potentiel finalement des shoppers, leur potentiel actuel et leur potentiel futur, et on a essayé de classer du coup les shoppers là-dessus. Et puis aujourd'hui, on est sur du socio-démo, et du coup d'avoir une offre qui est adaptée au plus proche finalement de la typologie de consommateurs qu'on a en face de nous. Cette segmentation, elle a plusieurs avantages. Elle a l'avantage du coup de regrouper les shoppers dans un même groupe. Ça permet d'avoir une cohérence quand on veut adresser finalement un message à cette base-là et d'avoir une idée assez précise finalement de à qui on veut s'adresser. Et pour une équipe marketing, des fois, c'est facile de dire, bah voilà, moi, mon shopper, c'est ce type de persona-là, avec pas mal de biais du coup que ça peut avoir, parce que notre shopper, on sait finalement qu'il évolue dans le temps et que peut-être une personne qui n'a pas de chien aujourd'hui en aura un demain, ou qu'une personne qui a un enfant en bas âge, ben, finalement, au fil du temps, il vieillit et puis ça peut évoluer. Donc, ça a forcément, la segmentation a des limites. Donc, sur cette notion de précision, sur cette notion de réactivité forcément dans le temps avec l'évolution du shopper, parce que c'est quelque chose qui va être statique. Et puis, dans la segmentation, pour un côté aussi pratique, on est limité dans un nombre de groupes qui va être de l'ordre de 2, 3, 4, 5 peut-être de temps en temps, mais pour des raisons opérationnelles aussi où c'est un peu plus compliqué. Allô, allô. Parlons de la personnalisation, comme Léonard l'a fait sur la segmentation. La personnalisation, c'est peut-être un terme aujourd'hui qui est présent dans toutes les bouches. C'est peut-être, sans aucun doute, l'un des termes qui est le plus utilisé aujourd'hui sur Tech for Retail. Comme l'a fait Léonard, on aime bien encore une fois utiliser des phrases qui permettent de situer un petit peu le contexte. Boris Durissin, qui est professeur à l'ESCP, disait dans les années 80, on cherchait un client dans chaque individu. Aujourd'hui, nous devons trouver l'individu dans chaque client.
Et ce terme d'individu, pour nous, il est essentiel puisque on tend, chez Lucky Cart, à plutôt utiliser le terme d'individualisation plutôt que de personnalisation. La personnalisation, elle apporte énormément d'avantages. Tout d'abord, il ne peut pas y avoir de personnalisation sans data. Donc la data, cet accès à une volumétrie de données importante va nous permettre d'avoir une personnalisation qui est précise et avoir des solutions qui soient les plus abouties possibles. D'un autre côté, la personnalisation va permettre de passer d'une notion de persona, hein, qu'on a tous connu dans des études de commerce ou de marketing, à un shopper unique. Et on reparlera après de cette unicité. Dernier point qui est un vrai avantage de la personnalisation, c'est que ça permet toujours d'être dans la réactivité. Pourquoi? Parce que si on comprend le consommateur, si on individualise des offres, on a la capacité de réagir très rapidement en fonction de son comportement d'achat et de ses choix qu'il peut faire en temps réel. Par contre, à l'opposé de ces avantages, on voit aussi que la personnalisation repose sur des limites. Ces limites, je préfère les expliquer plutôt en termes de questions. On parlait un petit peu de données auparavant. Une vraie question se pose aujourd'hui, c'est comment activer autant de données et comment faire en sorte que ces données et que l'offre, la proposition de valeur qu'on va créer est bien adressée au bon shopper, au bon moment et surtout avec la bonne offre. Et c'est pour ça que d'un point de vue vraiment très marketing, il peut y avoir de temps en temps une perception d'avoir un message qui soit un petit peu moins maîtrisé. Pourquoi je pousse tel message à tel individu? Pourquoi je pousse telle proposition de valeur qui ne coche pas forcément toutes les règles métiers que j'espérais? La personnalisation chez Lucky Card, c'est quelque chose qu'on travaille au quotidien. Comment on arrive à travailler cette personnalisation? C'est qu'aujourd'hui, on a un partenariat qui est travaillé avec 90% de la grande distribution alimentaire française. C'est des millions de tickets de caisse, des données first party qu'on va collecter quotidiennement et qui vont nous permettre d'avoir cette volumétrie de data très importante. Cette volumétrie de data, elle va nous permettre de travailler ce que nous, on appelle un profil dynamique à l'individu. Comme je vous disais, c'est ce fameux terme de personnalisation que nous, on préfère plutôt appeler individualisation. Ce profil dynamique à l'individu, ensuite, on va le mettre en jeu. On va le mettre en musique dans différentes formes d'activation. Ça peut être des activations plutôt associées au retail média pour venir travailler des enjeux de marque ou des enjeux enseigne, plutôt / régie. Mais ça va être aussi des opérations qui sont plus liées directement à des opérations commerciales propres aux enseignes et aux distributeurs. Ça peut être des opérations d'animation commerciale, ça peut être des opérations plutôt de typologie CRM, ça peut être aussi de la personnalisation de promotion au sens strict du terme. Et enfin, on arrive aujourd'hui également à mettre en musique cette personnalisation directement au travers de modules d'e-merchandising pour encore une fois proposer la bonne offre, ou plutôt ici le bon produit, au bon client, au bon moment. Et si on revient à cette problématique de base, c'est comment on a réussi aujourd'hui avec des cas concrets à créer une véritable corrélation entre d'un côté cette segmentation qu'on vous a expliquée, de l'autre la personnalisation, pour arriver dans le meilleur des deux mondes à ce que nous on a appelé la segmentation avancée. Et ce qu'on vous propose dans la suite de cette présentation, comme on vous l'a dit, c'est de vous présenter un cas concret d'un côté industriel et d'un autre côté enseigne. Du coup, on va commencer par le cas d'une marque en industriel. Cet industriel, c'est Mondelez, que vous connaissez avec ses gammes Milka, Lu et autres. Mondelez, c'est déjà un industriel avec lequel on bosse très bien depuis pas mal d'années, qui a testé beaucoup de nos solutions et qui, du coup, voulait aller plus loin aussi dans la personnalisation et aussi dans la problématique qui nous a apporté. Mondelez et donc Milka voulaient animer une gamme Max, qui est une gamme de chocolat voilà, assez en format un peu plus gros que ce qu'on connaît d'habitude. Donc, qui avait une gamme spécifique, une gamme très courte de 5 références. Qui voulait adresser sur ses fidèles de la marque, parce qu'ils pensaient qu'il y avait une affinité plus forte avec cette typologie de produit. Et ils couplaient du coup cette activité, cette animation à un Rewards qui était une actualité du mois de septembre, qui était les concerts de Katy Perry, et du coup avec des gains de place pour Katy Perry et une rencontre potentiellement avec l'artiste. Et Katy Perry était uniquement partenaire de cette gamme Max chez Milka.
Et tout ça, forcément, hein, là, on est sur le mouton à 5 pattes et du coup, avec l'idée sur 5 références d'avoir une opération qui soit héroïste. Donc forcément, un enjeu, parce que quand on n'a que 5 références à animer, ça peut être vite un petit peu compliqué. Comment ça s'est passé? Finalement, on a segmenté du coup notre base client en partant du coup des besoins de Milka, de Mondelez, qui nous a dit voilà, pour moi, un client fidèle, ça va être quelqu'un qui a acheté nos références Milka classiques sur les 3 derniers mois. Donc l'opération était une opération chez Carrefour. Et du coup, on a pris la base client, on a regardé à l'intérieur pour se dire, OK, quels sont du coup les shoppers sur les 3 millions de clients que j'ai chez Carrefour qui ont acheté du Milka sur les 3 derniers mois. Et on a eu du coup cette base de clients. Et donc, ça a fait, c'était à peu près 300 ou 400 000 clients qui étaient concernés. Sur le reste de la base, en fait, Shopper, on a poussé du coup de la personnalisation classique, c'est-à-dire un seuil de produit et une probabilité de gain pour se faire rembourser son panier de courses. Donc, c'est l'image qu'on voit en bas. Et du coup, sur les fidèles, les gens qu'on a segmentés, on leur poussait du coup un algorithme de personnalisation spécifique sur ces gens-là, avec du coup la possibilité de rencontrer Katy Perry. Donc on avait vraiment en fait finalement une opération avec 2 mécaniques différentes pour des gens du coup qui étaient ciblés d'un côté et pour le reste de la base. Ça permet en fait d'associer le meilleur des 2 mondes où on touche l'intégralité de la base Shopper Carrefour, donc les 3 millions de shoppers, mais du coup avec un focus particulier sur cette frange de population. Là, on l'a fait sur les fidèles, on aurait pu avoir d'autres critères sur des abandonnistes ou autres avec une mécanique qui soit différente. Dès qu'on va rentrer finalement sur des critères d'achat, vu qu'on a la donnée transactionnelle, comme le disait Julien tout à l'heure, en fait, on va aller requêter dans cette donnée pour aller cibler du coup la population. Ce qui est important du coup à retenir cette opération, c'est qu'il faut quand même du coup avoir une base de clients qui est assez grosse, assez importante pour pas du coup s'adresser qu'à 50 000 personnes, puisque quand on fait une opération du coup qui va durer 3 semaines, 1 mois, il faut être sûr du coup que ces gens-là, on puisse les capter lors de leur venue sur le site. Quelques KPI clés, il y en a bien plus, mais ce qu'on observe du coup sur cette campagne, c'est que déjà on a un ROI qui est supérieur à 3 sur la période de campagne. Donc c'était un des critères le principal de succès pour Mondelez et on voit que ça a marché. On a un chiffre d'affaires de la marque qui a fait x2 sur les fidèles pendant l'opération. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui était assez fort. C'est une volonté de mettre en avant plus cette gamme-là sur les fidèles parce qu'il y avait une affinité avec la cible. Et on se rend compte aussi après coup que quand on regarde sur les 30 jours post-achat, on a un taux de rachat qui est 2 fois supérieur sur les fidèles par rapport au reste de la base. Donc, on a une opération qui a rencontré un franc succès auprès de Mondelez et qui a permis de cocher en fait les différents objectifs à la fois de fidélisation et à la fois de segmentation sur ces clients en particulier. Projetons-nous à présent sur plutôt là un cas concret d'une enseigne, en l'occurrence Intermarché. Dans le soleil. Pardon. Qui n'a jamais entendu parler d'opérations bon d'achat? Ces opérations bon d'achat sont vraiment des opérations aujourd'hui que vous voyez dans toutes les enseignes, que ce soit non alimentaire, alimentaire. Pour rappel, hein, ces opérations bon d'achat ont un terrain de jeu qui ne cesse de croître puisque historiquement, elles étaient utilisées pour un facteur de recrutement, un levier d'acquisition. De plus en plus, elles sont utilisées directement pour travailler des enjeux à la catégorie avec un message qui est très simple, qui est souvent commun, où on va dire toi, consommateur, dépense 10 € sur telle catégorie, dépense 80 € sur ton panier et je vais te donner un bon d'achat de 5, 10, 15, 20 €, peu importe, à dépenser ultérieurement. Ces opérations bon d'achat, il faut les voir comme avant tout un contournement à la loi Egalim ou à la loi Descrozaille, où il y a une volonté aussi de contourner un petit peu le législateur qui a renforcé, a durci ces règles en matière d'encadrement promotionnel. Comme je vous le disais, le périmètre, et vous le voyez là avec les quelques illustrations qu'on vous met à l'écran, il est soit porté sur l'intégralité du panier, hein, ce qu'on va appeler l'intégralité des PGC, soit même sur du non alimentaire ou directement sur des catégories, avec des objectifs aussi qui vont être radicalement différents. On va avoir des objectifs de fidélisation d'un consommateur, des objectifs d'acquisition. On va parfois avoir des objectifs de fréquentation, comment j'arrive à faire augmenter la fréquentation de mes consommateurs, ou même encore des objectifs d'augmentation du panier moyen. Il y a une multitude d'objectifs, mais derrière, en termes de limites, il y a une réelle limite
financière et de rentabilité, puisque inexorablement, ça demande à l'enseigne d'aller dépenser un montant de générosité qui est souvent bien trop élevé par rapport au retour sur investissement qu'il peut en avoir. En échangeant avec les équipes d'Intermarché au niveau national, on s'est rendu compte qu'il y avait une optimisation à faire sur leurs opérations bons d'achat. Et ces opérations bons d'achat, on les a travaillées en 2 temps. Premier temps, on a essayé de comprendre quels étaient vraiment leurs objectifs, et j'ai envie de dire plutôt les objectifs différents qu'il pouvait y avoir en fonction de leur segmentation de clients. On a pris une segmentation qui est communément utilisée chez Intermarché, qui est la segmentation petits, moyens et gros acheteurs. Cette segmentation, eux, ils la travaillent surtout en fonction de la fréquence d'achat. Est-ce que mon consommateur, il vient 5 fois par an? Est-ce qu'il vient 12 fois par an? Ou au contraire, est-ce qu'il vient 25 fois par an? Et en fait, ce que nous disaient les équipes Intermarché, c'est qu'en fonction de cette segmentation client, les enjeux n'étaient pas les mêmes. Un client qui venait très régulièrement dans l'enseigne, leur objectif était plutôt de les engager encore plus et surtout de développer leur panier moyen. À l'inverse, des clients qui sont potentiellement abandonnistes ou qui ont une faible fréquence d'achat, leur objectif n'était pas tant de les engager sur du développement de panier moyen, mais plutôt de les faire revenir dans l'enseigne. Et c'est de là où on a pris chacune de ces segmentations et ensuite, à l'intérieur de cette segmentation, on a travaillé notre personnalisation, la fameuse individualisation Lucky Cart, pour que chaque consommateur ait sa propre offre. Et comme vous le voyez à l'écran, comment ça se matérialise? Ça se matérialise par une personnalisation à la fois du taux de générosité, du montant de discount. Là, vous voyez un exemple avec 3 €, mais surtout du seuil d'atteinte de ce montant de générosité qui est là sur l'écran, les 140 €. Donc, ça faisait une multitude de personnalisations. On n'a pas laissé la personnalisation, la personnalisation dans tous les sens. On l'a cadré au début par une réelle segmentation. On peut venir travailler encore une fois chacun de ces objectifs de segmentation grâce à la personnalisation. Comme on l'a fait avec Mondelez, quelques chiffres clés sur cette opération. Sur cette opération, on a dénombré plus de 1 client sur 4 qui était éligible à l'opération. Quand on parle d'éligibilité chez Lucky Card, c'est l'atteinte de ce fameux seuil. On voyait tout à l'heure 140 €. En tout cas, il a réalisé l'effort de panier qu'on lui a demandé. C'est une évolution de la fréquence d'achat qui est assez importante, à plus 27% sur nos clients éligibles. Et surtout, ça nous a permis à la fois de travailler cette fréquence d'achat, mais également de travailler le panier moyen. Là, on va plutôt parler de dépenses par acte, où on a une progression de ces dépenses par acte de 11 €. Donc, ça illustre vraiment comment d'une problématique enseigne qui est aujourd'hui propre à chaque segment, plutôt d'un point de vue marketing, on arrive, grâce à la personnalisation, à aller beaucoup plus loin pour, in fine, répondre à des objectifs qui peuvent être très différents, mais toujours au sein d'une seule et même opération. Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter sur les 2 cas à la fois industriels et retail, pour vous montrer finalement aujourd'hui que la segmentation et la personnalisation ne s'opposent pas, mais en fait peuvent venir en complémentarité, et on peut essayer de prendre le meilleur des deux dans une seule et même opération. Donc le côté opérationnel pragmatique de la segmentation, parce que là c'est quelque chose qu'on peut toucher, c'est facile, on comprend bien ce que c'est, et en même temps la côté personnalisation avec l'exploitation de la donnée first party des retailers pour vraiment avoir quelque chose qui soit personnalisé à l'individu sur la masse. Et forcément, cette capacité à maximiser l'efficacité et la rentabilité des activations, c'est quelque chose qui reste extrêmement important, puisque si on s'adresse à une frange de la population plus petite, on va avoir potentiellement plus de problèmes sur la rentabilité. Donc côté enseigne comme côté industriel, finalement, ce qu'on veut mettre aussi en avant, c'est que cette segmentation et cette association, donc la segmentation avancée, ça permet aussi de répondre à des enjeux business qu'on identifie. Tu en parlais sur de la fréquence. Nous, c'est sur de targeter une cible bien particulière de fidèles, pour réactiver certains clients, et on pense vraiment qu'il y a voilà, encore un boulevard qu'on peut faire sur ce type d'opération dans l'avenir.
Et pour finir, du coup, on vous a présenté en introduction du coup ces deux bubbles qui étaient du coup la segmentation classique et la personnalisation qui étaient voilà, les deux un peu piliers de ce qu'on a appelé la segmentation avancée. On pense qu'il y a une troisième bubble en fait qui peut venir à l'intérieur de ça, qui est extrêmement importante puisqu'en fait c'est le brief qu'on va recevoir, c'est quel enjeu business on va mettre derrière et quel enjeu business ça va venir servir pour les intérêts de la marque ou pour les intérêts du retailer. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se tient à votre disposition. Merci à tous.